Autour de la table, de la grande table critique, ont pris place Anna Sigalevitch, journaliste et auteure, et Johan Farber, rédacteur en chef du site Diacritique, pour une deuxième partie consacrée au théâtre. Dans un instant, nous évoquerons Les Producteurs, le nouveau spectacle d'Alexis Michalik d'après Mel Brooks. Mais pour l'heure, feu sur le nouveau spectacle de Julien Gosselin, intitulé Le Passé. Julien Gosselin, on le connaît pour des adaptations de grands romans, Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq, 2666 de Roberto Bolaño, ou encore l'œuvre de Don DeLillo. Le voilà qui s'attaque à un auteur nettement moins connu du public français, Léonid Andreïev, journaliste et écrivain russe disparu en 1919, auteur de nouvelles et de pièces de théâtre. Il connaît un grand succès au début du XXe siècle, mais est vite déchu. Il meurt des suites d'une énième tentative de suicide manquée, seul et exilé. Julien Gosselin a choisi plusieurs textes enchâssés dans une pièce principale, Ekaterina Ivanovna, l'histoire d'une femme dont le mari député croit qu'elle l'a trompée et qui, dans la violence de l'humiliation, s'abîme en effet dans la débauche et la honte. J'étais malheureuse. J'étais folle quand je me suis donnée à vous. Vous êtes tellement rien. Vous ne comprenez donc pas que c'est par mépris que je me suis donnée à vous, à cause de cette offense terrible. Il m'a empoisonnée, moi. Il a osé me soupçonner d'être votre maîtresse. Bon, eh bien, tiens, que ce soit vrai, voilà, que je le sois, votre maîtresse. Vous êtes content ? Croyez, Ekaterina Ivanovna, à la voix de mon cœur, jamais je n'oublierai ces instants de Et bonheur. maintenant, il écrit. Il écrit tous les jours. Hier encore, il y a eu une lettre. Qu'est-ce que je peux lui répondre ? Il faut être fier, Ekaterina Ivanovna. Il vous a offensé, vous êtes une victime innocente. Il a voulu me tuer. C'est affreux. Il a voulu me tuer. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Je me demande ma vie, alors elle est donc si nuisible ou inutile, ou bien elle le dégoûte tellement qu'il ait voulu me tuer. C'est donc possible en général qu'on soit si dégoûté par une vie, n'importe quelle vie. Parce que maintenant je serai morte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le dispositif cher à Julien Gosselin est en place, sur la scène, musique live, vidéo en direct, chapitrage, texte lu et écrit à l'écran, mais s'y ajoute tout un tas de formes théâtrales qu'il manie moins d'habitude, les costumes d'époque, les bougies, les toiles peintes. Anna Sigalevitch, comment ça fonctionne tout ça mélangé ? Alors, comment ça fonctionne tout ça mélangé ? Déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs textes vraiment dans le spectacle. Il y a donc comme fil rouge Ekaterina Ivanovna, dont on a entendu un extrait de l'acte 2, je crois, tout à fait. qui ouvre le spectacle avec l'acte 1. Donc, c'est une pièce qui est découpée en 4 actes. Et entre chaque acte, on a soit des pièces de théâtre, enfin une pièce de théâtre qui est Requiem, d'ailleurs, qui n'est pas montée en entier, et puis quelques nouvelles dans le brouillard, le gouffre, et pardon, moi je l'ai lu avec le gouffre, L'abîme. Ça s'appelle L'Abîme. Et il y a une troisième nouvelle qui est La résurrection des morts. Donc voilà, donc tout est un peu découpé comme ça. Après, c'est pas non plus vraiment un puzzle parce que c'est par bloc. Donc on entend tout à fait. Enfin, le texte se découpe de façon assez claire et audible. Et puis en plus, comme le fait Julien Gosselin, vous le disiez, Lucille, il explique, il découpe. Donc c'est chapitré, c'est titré, etc. Donc on sait à peu près parfaitement où on est. Alors, déjà, il faut parler peut-être de cet auteur, Andreïev, que moi, je dois reconnaître, je ne connaissais pas. Je crois qu'on est 3 autour de la table. Ouais, moi, mon père m'a insulté, il est russe. Oui, mais quand voilà. je lui ai dit que je ne connaissais pas, il m'a dit, mais comment ? Bon, bref. Mais je dois reconnaître que je ne connaissais pas. Et c'est un grand auteur. Franchement, c'est un grand auteur. J'avais lu un petit peu des textes avant. Enfin, en tout cas, j'avais lu Ekaterina Ivanovna, Requiem, et puis quelques nouvelles. Curieuses, évidemment, en entendant que Julien Gosselin montait cet auteur. Et c'est vraiment un auteur extrêmement puissant. Et puis, c'est une période qu'on connaît un peu moins aussi, cette période du début du XXe siècle. On connaît bien le 19e en Russie, mais cette période. On connaît bien comme juste ça, avant et juste après. Mais voilà, là, il y a exactement. Il y a un petit trou, alors qu'on connaît bien cette période en peinture, mais en littérature moins. Or, c'est une période hyper intéressante. Donc je comprends complètement pourquoi Julien Gosselin a eu envie de monter ces textes, parce que alors je dirais que l'analogie la plus proche, elle est peut-être avec Houellebecq, parce qu'il y a ce côté, notamment dans Ekaterina Ivanovna, de décadence totale, de déchéance, qui pour moi s'apparente à une forme de postmodernisme et qui correspond en fait à cette logique de Julien Gosselin d'aller dans le passé, mais justement avec un regard postmoderne. Donc je trouve ça
très cohérent, en tout cas dans son approche. Après, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, ça c'est juste... Parlons peut-être du texte, en effet, de ce choix de texte qui est assez étonnant, si ce n'est en effet cette filiation, disons, des grands antimodernes ou des grands pessimistes de l'histoire littéraire. Johan Farber. Moi, je serais d'un avis un petit peu... je ne partagerais pas l'enthousiasme autour de Léonide Andreev. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé hier soir, et qui pour moi constitue le défaut du spectacle, c'est au contraire la faiblesse des textes, la grande faiblesse des textes. Hormis l'arc narratif et scénaristique que constitue Ekaterina Ivanovna, qui porte véritablement la pièce, j'ai trouvé que la manière d'insérer ces intermèdes pointait essentiellement vers leur faiblesse, et que précisément c'était la mise en scène dans un travail forcené et acharné qui essayait de les sortir de cette espèce de faiblesse, de fragilité. Moi je trouve que le travail de Gosselin, il pâtit justement d'un choix de texte qui est pour le moins discutable. Les particules élémentaires de Michel Houellebecq, moi personnellement je trouve que c'est vraiment un texte très faible. Je pense que lui, ce qu'il cherche plutôt que la qualité littéraire, parce qu'il met aussi en scène Aurélien Bélanger, qui est quand même un auteur assez médiocre, ce qu'il cherche plutôt, c'est de faire quelque chose qui fasse époque. Il cherche à cerner l'époque. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, si on met en scène Michel Houellebecq, on a quelque chose de symptomatique d'une époque. Si on met Aurélien Bélanger en scène, on a quelque chose aussi de symptomatique d'une époque. Et Léonide Andreev, effectivement, vous le disiez très bien, il est symptomatique de cette, on va dire, de ce décadentisme russe qu'on connaît très très mal, et qui donne par exemple des pièces qui sont très très faibles, comme par exemple cette espèce de morceau assez Maeterlinck de pièces allégoriques où le peintre parlait à la clarté. Et pour le dire aux auditeurs, cette pièce en fait était dite, elle était projetée, je crois, sur le rideau du théâtre, et dite en fait à l'autotune. C'est-à-dire, l'autotune, c'est ce que Cher et Madonna ont popularisé, et après les groupes de rap. C'est-à-dire, c'est un logiciel qui permet de corriger la voix et d'aboutir finalement à une mélodie en parlant. Et je trouvais que ce moment-là était tout à fait révélateur de la pièce, c'est-à-dire qu'on avait exactement la contradiction, c'est-à-dire un texte faible, mais sublimé par une mise en scène extrêmement sophistiquée. Ah ouais, alors là, je suis pas du tout d'accord, pardon, parce que Requiem, Anna. Alors pour le coup, il le montre pas en entier, Requiem, mais moi je trouve que c'est un très très grand texte. Enfin, c'est une espèce de petite bombe, cette pièce qui fait 25 pages, qui a été écrite dans les années 1910. Enfin, c'est la dernière pièce d'Andreev, peut-être 1915, 1916, je sais plus exactement, mais en tout cas, donc voilà, c'est sa dernière pièce. Et pour moi, c'est vraiment une petite bombe. C'est incroyablement visionnaire enfin, on dirait une critique de l'Union soviétique avant sa création. Je trouve ça très très puissant. Donc je partage pas votre avis. Alors justement, quand on est comme vous, Anna, et qu'on aime les textes et qu'on les a lus, est-ce que il faut quand même décrire au spectateur la débauche de moyens, débauche n'est pas du tout pour le coup moralisatrice dans ma bouche, mais en l'occurrence, il y a énormément de choses sur scène tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des décors qui sont installés parfois pour 5 minutes, qui sont totalement gratuits, pourquoi pas. Oui, comme cette marine, par exemple, le moment une de la marine, tempête. tout à fait, une toile peinte qui est soulevée sur cintre, et puis on la voit à peine. Il y a plein de choses comme ça. En gros, tout l'attirail du théâtre, tout le passé du théâtre est convoqué sur scène. Est-ce que vraiment le texte peut soutenir ces moyens-là, Anna Sigalevitch ? Alors ça, c'est une question. Est-ce que le texte peut soutenir ces moyens-là ? Oui et non. Mais de toute façon, déjà, il y a une question, est-ce que le texte, on l'entend bien ? C'est une vraie question. Parce que pour moi, dans ce spectacle, Julien Gosselin pousse à l'excès tout ce qu'il a fait dans ses précédents spectacles. Donc, vous le disiez, Lucille, vidéo, musique, texte qui s'inscrit, acteurs sonorisés, etc. Mais là, il le pousse vraiment à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. Il l'exacerbe et il le sature. Donc, le texte, il est quand même... On l'entend pas du tout tout le temps. Je me suis même, à mon avis, posé la question de la saturation, si c'était un problème technique. On l'a vu hier soir à la première au Théâtre de l'Odéon, parce que ça popait énormément, il y avait des problèmes de micro. Or, moi, j'ai le souvenir d'une grammaire à la Gosselin très, très au cordeau. Et très maîtrisée formellement. Oui, exactement. Oui, mais de toute façon, c'est un spectacle, moi, qui m'a énormément interrogée, qui m'a beaucoup intéressée. Je trouve qu'il y a des choses magnifiques, parce que Julien Gosselin est très intelligent et très talentueux, mais que pour moi... Comment dire, il est un peu en crise avec ce spectacle. C'est-à-dire que tout son dispositif, toute sa grammaire, que jusqu'à présent, pour moi, il maîtrisait, même s'il y avait des imperfections dans ce spectacle, là, il la pousse tellement qu'il la sature. Avec une chose
une différence majeure, c'est que pour moi, là, il est à distance, beaucoup plus à distance que dans ses précédents spectacles. Voilà, par exemple, il y a cette histoire des acteurs sur le plateau. Jusqu'à présent, oui, il y avait toute cette grammaire, mais avec de la chair et des corps. Là, il y a une disparition des acteurs sur le plateau. C'est très intéressant. Leur absence est incroyablement présente. Oui, c'est-à-dire que par exemple, ça ouvre sur un décor bourgeois avec un papier peint extra. Tout est très fourni. Il y a des meubles 19e, une cheminée où brûlent des bûches. Et les acteurs, en fait, n'utilisent presque pas, à part un ou deux claquements de porte un peu à la vaudeville, n'utilisent pas du tout ce plateau. On voit quasiment tout l'acte 1 à la vidéo. Moi, j'y vois une limite quand même à son travail, là. Johan Farber. Oui, c'est à la fois une limite et moi, en fait, au début, j'ai ressenti, je vous le dis, un agacement. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est effectivement que ces acteurs qui disparaissent ? Et puis, je me suis après habitué à cette idée d'avoir le plateau séparé en deux, c'est-à-dire sur les planches, un décor et des acteurs, et au-dessus, le dispositif avec un écran qui les filme, et que le rétablissement finalement du quatrième mur au théâtre, puisque c'est ce qui est pratiqué, puisqu'il faut dire aux auditeurs qu'en fait, on ne voit pas les acteurs dans le reste de la pièce, on les entreaperçoit à travers des rideaux, à travers des fenêtres, et qu'on peut suivre leurs actions et leurs agissements à travers une caméra. Et moi, je me suis dit que la question peut-être que se posait Gosselin, c'était est-ce que le théâtre est un art du passé ? Est-ce que c'est un art du passé ? Est-ce que c'est un art mort ? Et pour lui, la question, c'est oui. C'est un art du passé. Et cette vidéo qu'il utilise, j'entendais des spectateurs hier qui disaient, bon, on dirait du théâtre filmé, on dirait au théâtre ce soir. J'ai même entendu aussi que c'était autant aller au cinéma, autant faire un film. Et moi, j'ai trouvé que dans l'utilisation de cette vidéo, il y avait une nouveauté très très forte, c'est qu'il y avait en fait un décalage permanent entre ce que l'on voyait sur le plateau et ce que l'on voyait sur la vidéo. Et c'était là en fait qu'avait lieu le passé. La grande force de cette pièce, qui, je suis d'accord avec vous, a des défauts dans une espèce de débauche de moyens, on va dire de technologie aussi qui était assez étouffante et assez désagréable. Mais je crois que la pièce fait le pari. Mais elle est dérangeante, mais c'est volontaire. Voilà. Je ne suis pas sûre que... Oui, elle est dérangeante, c'est volontaire, mais est-ce que ça crée du sens autre que justement cette réponse ? Non, le théâtre est vieux. Un truc très pessimiste, vous disiez il ne va pas très bien. Oui, en effet, on a l'impression qu'il ne va pas très bien. Mais la crise, ça peut être positif aussi. Pour moi, la crise, en tout cas, pour moi, il arrive au bout de quelque chose de ce dispositif-là. Mais c'est pas inintéressant. Après, c'est vraiment un spectacle, je pense, on l'a vu, on est sorti hier à minuit de ce spectacle. Il faut du temps pour le mûrir. Mais j'ai pensé à ce spectacle. Il dure 4h30. J'ai pensé au spectacle de Castor, Karamazov, où il y a quelques années, où là, c'était un petit peu le même dispositif, c'est-à-dire que c'était filmé partout en fond de scène, il n'était jamais sur le plateau, et en le voyant, j'étais là, mais pourquoi ? Mais c'est triste, mais il croit plus au théâtre, il y croit rien. Et en même temps, c'est un spectacle dont je me souviens, qui m'a marqué, et en fait, c'est une façon de rendre vivant aussi, de rendre vivante la scène, de marquer son vide. Enfin, voilà. Il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut, même dans les formes théâtrales qu'il utilise, dans les formes théâtrales qu'il utilise, il pousse les codes de jeu jusqu'à l'absurde, tout, la marionnette, le mime, la pantomime. Mais filmé. Donc ça crée aussi un décalage, comme vous le disiez, Johan. Oui, ça crée ce décalage, et en fait, le passé a lieu sur scène. C'est-à-dire que ce qui est filmé, la vidéo, c'est le passé. C'est-à-dire qu'il y a une déperdition entre ce qui se passe sur le plateau et ce qui est filmé. Comme si il y avait un infime décalage, et le passé a lieu sur scène, c'est ce qui a lieu en fait au présent. Et en fait, aussi, on est perdu en regardant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois regarder l'écran et on ne peut pas à la fois regarder ce qui se passe sur les planches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce spectacle, il nous apprend à faire le deuil du présent. Et il est entièrement tourné vers le passé. Le présent, on n'arrive pas à le saisir, et le passé, c'est tout ce qui nous advient. Ce qui fait que cette pièce, pour moi, même si elle a des défauts, elle pose une question fondamentale, et je crois que c'est le projet de Gosselin, c'est-à-dire le passé est ce qui nous arrive. En fait, le passé est devant nous. Donc on est dans un retournement, vous parliez tout à l'heure de la postmodernité, je crois que Gosselin, c'est un enfant désenchanté de la postmodernité, et que effectivement, pour lui, la question, c'est que le passé, c'est ce qui nous arrive. Et on voit bien la situation politique que nous vivons, c'est que le passé, c'est ce qui est notre avenir, en fait. Le passé, par Julien Gosselin et sa compagnie, si vous pouviez lécher mon cœur, c'est jusqu'au 19 septembre au Théâtre de l'Odéon dans le cadre du Festival d'automne, puis les 14 et 15 janvier à Chalon-sur-Saône, les 28 et 29 janvier au Phénix à Valenciennes. La tournée continue ensuite avec plein de dates qui seront sur le site de l'émission. Et vous pourrez l'entendre, Julien Gosselin, dans les affaires culturelles d'Arnaud Laporte. Ce sera jeudi prochain, le 9 décembre. France Culture, 12h, 13h30, la grande table critique. Lucille Como.
Dans un instant, nous irons à Broadway, enfin presque. Mais tout de suite, c'est l'heure du coup de cœur d'Anna Sigalevitch. Pas pour un spectacle cette fois, pas pour un disque, ni un livre, mais pour une personne. Oui. C'est une déclaration en fait. Oui, Anna. c'est une déclaration d'amour. Non, enfin oui, un peu en fait. Alors, allez-y. Oui, alors c'est cette année la 50e édition du Festival d'automne et c'est la dernière édition de sa directrice artistique depuis maintenant 4 décennies, depuis 82, qui est Marie Colin, qui s'occupe du théâtre, de la danse, des expositions et du cinéma. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique du Festival d'automne, mais en gros, donc, il a été créé en 72 par Michel Guy. C'est vraiment un festival de création uniquement contemporaine. Il y avait dès le départ avec lui un noyau dur qui était Alain Crombet, qui était Joséphine Markovitch et Marie Colin, même si elle a travaillé officiellement au Festival d'automne qu'à partir de 78. Mais elle l'a connu en 71 quand elle avait une vingtaine d'années et il l'a emmenée tous les soirs au théâtre, aux concerts, aux expositions, y voyager tout le temps, etc. Et elle a été vraiment formée par lui, un œil très précis, un goût très précis, parce que le Festival d'automne, c'est vraiment, pour moi, les 3 mots d'ordre. Enfin, il n'y a pas de mots d'ordre d'ailleurs, mais bon, je dirais que Allez-y, voilà, donnez des mots d'ordre. Qui sont curiosité, ouverture et radicalité, avec vraiment un esprit très particulier. Et cet esprit, donc, il est là depuis la création du Festival d'automne, donc depuis 50 ans, et il va s'arrêter aujourd'hui avec le départ de Marie Colin. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bien après. Je veux dire, je ne veux pas du tout être dans cette chose-là. Mais en tout cas, c'est une histoire qui s'est écrite qui est, à mon sens, fondamentale pour des générations de spectateurs, dont je suis. Et je dois dire que ce qui, je trouve, magnifique, merveilleux, profondément émouvant, c'est que Marie Colin n'a eu de cesse, avec son bâton de pèlerin, de courir toutes les salles de théâtre du monde entier, et encore aujourd'hui. Et ce qui est très beau dans le Festival d'automne, encore aujourd'hui, c'est qu'on a bien sûr tous les historiques du départ qui sont encore là, parce qu'il y a une fidélité à ces artistes, que ce soit des Bob Wilson, bien sûr, Lucinda Childs, Trisha Brown, bon, elle est morte, mais Cunningham, enfin voilà, toute cette histoire du théâtre, en théâtre, Lupa, Claude Régis, Martha Aller, Gruber, Peter Stein, etc. Enfin, il y a quand même, c'est hallucinant l'histoire du Festival d'automne. Puis ensuite, il y a eu ces découvertes de Castellucci, de Kersmaker, puis Jérôme Bell, puis Gisèle Vienne, puis T.G. Stan, et les metteurs en scène d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on a l'impression que je fais du name dropping, mais je ne dis pas le 10e des metteurs en scène de, voilà, les Carmelo Bene, Cantor, enfin bon, et les metteurs en scène d'aujourd'hui qui sont Julien Gosselin, qu'elle suit depuis les particules élémentaires, ou Sylvain Creusevaux, qu'elle suit depuis plus de 15 ans. Il avait 25 ans quand il montait Bâle de Brecht. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois cette ouverture internationale incroyable, parce qu'on a découvert des spectacles venus de Corée, du Japon, des États-Unis, etc. Le goût des grands classiques qui, moi, franchement, a été ma colonne vertébrale dans mon parcours de spectatrice, et la découverte de jeunes talents. Chaque saison, pour moi, la plus grande partie des spectacles incroyables sont quand même au Festival d'automne. Donc, merci Marie Colin pour tout ça. Voilà, le Festival d'automne, c'est en ce moment à Paris. Tous les spectacles et les événements associés, parce qu'il y en a beaucoup, figurent sur leur site. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. Le dernier objet au programme de cette grande table critique est une comédie musicale signée du prolifique Alexis Michalik, comédien, metteur en scène, auteur à qui on doit de grands succès du théâtre privé, Le Porteur d'Histoire ou encore Edmond, pour n'en citer que 2. Au départ, il y a donc un film de 1967 signé Mel Brooks, Les Producteurs, l'histoire de Max Bialystock et de Léo Blum qui décident pour faire profit de réunir plein d'argent et de monter le plus gros bid de toute l'histoire de Broadway. Pour ça, ils choisissent un texte aberrant et provocateur réhabilitant Hitler, le pire metteur en scène, les pires acteurs, etc., etc. Le film a aussi été un musical adapté par Mel Brooks et Thomas Meehan, joué à Broadway dans les années 2000, et c'est ce musical avec chansons et numéros dansés que Michalik adapte en français sur la scène du Théâtre de Paris. On écoute un extrait. Donc, pour que notre plan fonctionne, il faudrait trouver un bid assuré. Notre plan? Quel plan? Quel plan? mais ton plan, espèce de petit génie! Oh, je n'ai jamais parlé de plan, je me suis simplement amusé d'une petite hypothèse de comptable, c'était juste une idée comme ça. Une idée? Mais Blum, des empires se sont construits sur de telles idées. Tu ne vois pas Blum? Mon Blum chéri, mon Blum adoré. C'est si facile. 1. On trouve la pire pièce jamais écrite. 2. On engage le pire metteur en scène de toute la ville. 3. On lève $2 millions. 2. 1 pour toi et 1 pour moi. Il y a un tas de petites vieilles qui attendent que ça.
4. On embauche les pires acteurs de Broadway. Grande première à New York, et pas le temps de dire 5. On a déjà fait faillite, empoché nos 2 millions et pris le premier vol pour Rio. Rio! Oh non, ça marchera jamais. Ah, homme de peu de foi! Qu'a dit Napoléon à ses troupes quand tout semblait perdu? Qu'a dit Christophe Colomb à son équipage quand il n'y croyait plus? Se tenant face à la mer Rouge, sachant qu'il était dans la mouise, tu sais ce qu'a dit Moïse? Qu'est-ce qu'il a dit? On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire, toi et moi. On peut le faire. On peut le faire. Accomplissons cet exploit. Toutes ces choses dont tu rêvais tant, regarde, elles sont juste là. De belles gambettes prêtes pour des galipettes qui se tortillent en Parisie n'attendent plus que toi. On peut le faire. On peut le faire. Dis au revoir au petit comptable. On peut le faire. Tu seras fier d'enfin lâcher ton cartable. Toi producteur, oui producteur, car ton heure est arrivée. On peut le faire, on peut le faire. Tu verras, ça va marcher. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Blue? Alors, sur la scène, un décor type de Broadway, des costumes types, des lumières types, des musiciens dans les loges, à cour et à jardin, des acteurs qui surjouent tous les clichés associés au milieu du spectacle. C'est donc gras, c'est gros et ça va vite. Johan Farber. Eh bien oui, c'est même un spectacle type d'Alexis Michalik parce que ici il renoue finalement avec la formule du succès qui a été le sien avec Edmond, c'est-à-dire c'est quoi Michalik? En fait, c'est quelqu'un qui transforme le storytelling et les success stories en pièces. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est pas le théâtre, ce qui l'intéresse, c'est pas les coulisses du théâtre, c'est comment on fait un succès. Bon, ceci dit, c'est pas le théâtre français qui l'intéresse, mais oui, ça pourrait être le théâtre américain. Mais là, c'est un décrivez. double inversé Ouais. d'Edmond. Là, c'est exactement le double inversé d'Edmond parce que là, ici, ce n'est pas l'histoire d'un succès comme Edmond était la mise en scène de Cyrano de Bergerac. Là, c'est au contraire l'histoire d'un flop. Mais c'est un flop qui va se retourner en succès. Donc là, c'est pour ça que ça éveille l'intérêt de Michalik. Et ce flop qui se retourne en succès, eh bien, c'est la voie royale vers quoi? Vers l'Amérique qui visiblement fait rêver Michalik. Alors moi, ce que je vois, c'est que la troupe, et je crois qu'il n'y a rien à dire sur la troupe, les chanteurs, les acteurs, les danseurs. Mais moi, j'ai vu 2 problèmes dans la mise en scène qui m'ont qui m'ont fait passer un moment, je dirais, un peu parfois ennuyeux, parce qu'il faut le dire. La première chose que j'ai vue, c'est ce que vous soulignez à l'instant, c'est un problème d'adaptation culturelle, parce que cette pièce de Mel Brooks, ce musical de Mel Brooks qui a fait le bonheur de Broadway au début des années 2000, c'est une pièce qui en fait est une critique, une satire de Broadway, et ça suppose donc un horizon culturel qui n'est pas du tout déjà adapté au public français. La plupart des références passent totalement à côté parce qu'il n'y a pas cette même culture. Alors, vous pensez à quoi, par exemple, que ce soit un peu Par exemple, concret? quand l'histoire de chats qui se battent dans un terrain vague, voilà, c'est Cats, ça c'est celle qu'on a perçue, mais il y en a eu d'autres lorsqu'ils écumaient un petit peu tous les scénarios de comédie musicale qui leur posaient problème. Et puis surtout, moi je m'en suis aperçu quand la pièce pointait vers des questions françaises. Par exemple, ne pas trouver de place de parking à Avignon, ou parler des Molières. Oui, il y a des, et là, il y a les des gens petites riaient. blagues sur, Il y avait des sur la petites blagues, voilà, le et théâtre ça public, le théâtre et ça privé. marchait mieux. Et après, le problème qui a été posé, c'est le problème fondamental de la mise en scène. Le spectacle s'appelle Les Producteurs, mais là, le travail de Michalik, c'est un travail de reproduction, c'est un travail de reproducteur. C'est-à-dire, moi j'ai vu des extraits de la pièce telle qu'elle était montée à Broadway, et il n'y a pas une once d'inventivité, il y a un manque de créativité qui est patent. Alors si être moderne, c'est mettre des roulettes sur des sofas et confondre les acteurs avec des déménageurs bretons, alors oui, alors là pourquoi pas, on peut le faire. Mais là, moi j'ai trouvé que c'était d'une indigence, on se serait cru au théâtre ce soir avec des corps de Roger Hart. Voilà, donc voilà, bon, mais on passe pas un mauvais moment non plus. Anna Sigalevitch.
Non, on passe pas un mauvais moment et moi je trouve que la troupe est bien et notamment que Ça chante, ça chante bien. Ouais, et que les deux acteurs qui sont Serge Postigo et Benoît Coden, qui jouent donc Max Bialystock et Léo Blum, franchement, c'est difficile ce qu'ils ont à faire parce que c'est très outrancier, mais c'est comme ça dans le film aussi, hein. Et ils s'en sortent très bien. Franchement, c'est une gageure et je trouve qu'ils sont même fins dans l'excès. Donc ça, vraiment, c'est réussi. Après, pour moi, il y a un gros problème d'esprit. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, c'est à côté. Le film. Qu'est-ce que c'est le film ? Moi, j'ai pas vu la comédie musicale à Broadway, mais il y a le film qui est pas du tout, à mon avis, ce que met en scène Alexis Michalik. Le film, déjà, il y a énormément de bon goût dans le mauvais goût. C'est très, très raffiné. C'est très étrange, surtout. C'est complètement décalé. C'est étrange, exactement. C'est-à-dire que c'est très vulgaire. Il y a des blagues homophobes, des blagues misogynes, ce qui est le cas aussi là dans le musical. Oui, mais alors, c'est très bizarre. Mais on va y venir. Par exemple, premier problème, le personnage de Bialystock. Dans le film, c'est un producteur, bien sûr, ringard, loser. Mais ringard, loser au sens où il a eu des succès et il n'est plus. Il a été et il n'est plus. C'est pas un beauf. Là, on nous présente un producteur extrêmement vulgaire qui monte la ménagerie de Plexi et la chatte sur un toit tiède. Donc finalement, quelle est la différence entre la ménagerie de Plexi, la chatte sur un toit tiède, Britannicus Forever et Androma qui se bat, ou le contraire, je sais plus. Moi, j'avais pas vu ça me fait beaucoup plus rire. Mais si, et des fleurs pour Hitler, finalement non, on est dans une continuité de beaufry. Or, c'est pas du tout ça. Le Max Bialystock, il est hyper conscient de ce qu'est le théâtre, etc. C'est juste que il provoque quelque chose. Donc il provoque pour aller vers l'échec et la bouse la plus totale. Mais si il montait déjà des bouses, du coup, ça ne marche pas. Et donc toutes les bascules comme ça, mais pour moi c'est fondamental en fait. Mais est-ce que c'est pas fait exprès ? C'est-à-dire que au bout d'un moment, dans la conversion, disons, de la vulgarité du film et la vulgarité, disons, américaine à la vulgarité française, est-ce qu'il n'y a pas un vrai travail, pour le coup, là je vous rejoins peut-être pas, Johan, de Michalik, et qui peut ne pas nous plaire, et moi me gêne personnellement, mais qui est, on passe du musical américain au gros théâtre à la française, que nous on trouve un peu ringard potentiellement, mais qui est le vaudeville, le cabaret, parce que ça ressemble finalement plus à du cabaret qu'à du Broadway. Est-ce que c'est pas ça le travail de Michalik dans la pièce ? Si c'est son travail, on le voit pas, hein, parce que ça, je suis pas tout à fait sûre. Moi, je trouve que le vrai problème qui est posé, c'est la pertinence du spectacle, c'est son actualité, sa pertinence. Et moi, j'étais un petit peu étonné par la germanophobie qui planait sur le spectacle, parce qu'il faut quand même pas oublier que Mel Brooks a fait la Seconde Guerre mondiale. Mel Brooks, il était dans les troupes et il donnait des spectacles pour les militaires. Donc le fait qu'il se moque des fleurs pour Hitler, il a, je dirais, une sorte de contexte culturel qui permet d'amener cette question en prenant ses distances. Puis surtout, ils sont juifs. Pardon, mais c'est quand même... non, mais c'est pas un détail. Bialystock et Blum, ouais. Voilà, donc voilà, et ça, il n'y a pas eu, à mon sens, vous voyez, quand Larry David, dans la 4e saison de Curb Your Enthusiasm, décide de remonter Mel Brooks décide de remonter les producteurs, ça c'est un travail d'adaptation, parce que Larry David, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met en scène en tant que mauvais acteur, et Mel Brooks n'en peut plus du spectacle des producteurs, et qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit Larry David parce que ça va être un très mauvais Bialystock. Voilà, et ça pour moi c'est un travail d'adaptation, celui que fait Larry David dans la série Curb Your Enthusiasm, plutôt que ce qu'on a vu, qui est juste en fait Michalik se pose la même question que Gosselin, mais à l'autre bout du spectre théâtral. Oui, non, mais j'y ai pensé, il y a un truc de réversibilité entre ces deux spectacles. Voilà, et c'est-à-dire, quelle est cette question ? Est-ce que le spectacle est-ce que le théâtre est mort ? Michalik fait semblant de dire non, mais en fait, c'est lui qui nous dit finalement qu'il le met en fait sous respirateur artificiel. Anna Sigalevitch. Oui, moi je trouve que surtout il aplatit en fait. Parce que je dis, ça marche très très bien. Hein. On était tous les trois à la première, je crois, et les gens rient énormément, et la salle est pleine, et ça fonctionne à fond. Enthousiaste, mais parce que je pense que pour le coup, c'est bien joué, c'est bien chanté, c'est bien dansé. Oui, puis c'est vif. Quand je disais ça va vite, c'était pas très du tout rythmé, c'est extrêmement virtuose. C'est-à-dire, si on ne se pose aucune question et que on regarde le spectacle comme si c'était une langue étrangère. C'est visuellement, musicalement, et même en termes de jeu, c'est réussi. Donc formellement, le spectacle est réussi. Après, en termes de mise en scène, moi j'ai vraiment des doutes. Par exemple, sur la scène clé du film,
qui est le moment de la représentation des fleurs pour Hitler. Donc c'est le musical dans le musical. Oui. Voilà, c'est le musical dans le musical. Mm. Il faut quand même jouer avec ça. Là, il joue le musical comme si de rien n'était du début. Il n'y a pas de contrepoint sur le public, il n'y a pas de contre-champ sur les producteurs. Or, c'est tout ça. Ils montent, ils sont persuadés que ça va être un flop. Au début, quand ils sont dans la comédie, dans la bourrée hitlérienne, les spectateurs sont atterrés, ils ont la bouche ouverte, ils veulent partir. Et c'est quand le personnage qui joue Hitler prend la parole, qui joue comme une patate, que ça va tellement loin dans la nullité, le mauvais goût et l'absurdité que les spectateurs, du coup, switch, et là on devient dans quelque chose, on passe dans le second degré, dans le comique, dans l'ironie. Mais est-ce que c'est pas ce qui se passe aussi dans le spectacle? Mais mais je sais pas, c'est tellement vulgaire, c'est tellement les pieds dans le plat sur des questions hypersensibles de type, quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la représentation des homosexuels, hommes en l'occurrence, c'est quand même tellement énorme que pour moi les rires ne peuvent pas être autre chose qu'ironique. Je peux pas croire qu'il n'y a pas de second degré. Or, est-ce que là il n'y a pas un peu de sens quand même, Johan Farber? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'étonne quand même beaucoup, c'est la manière dont il ne s'est absolument pas approprié la pièce. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est mise sous plexiglas en résine et que les blagues potaches, puisqu'il y a quand même un humour potache de Mel Brooks, en fait, elles acquièrent là une espèce de profondeur qu'elles n'ont pas chez Mel Brooks, qui a une question. On parlait de rythme tout à l'heure, mais chez Mel Brooks, en fait, le rythme, il est beaucoup mieux maîtrisé. Il y a des moments plus lents, il y a des moments plus rapides. Et là, on a l'impression que c'est une sorte de frénésie et qu'on ne sait pas où ça va, franchement. On ne sait pas où ça va. Et je suis assez d'accord sur la représentation du musical. La première, le public est catastrophé, les mentons tombent, les gens repartent, et c'est finalement après qu'on sait que c'est un succès. Et là, finalement, ça dit long sur la manière dont ils considèrent le public. Ça en dit long, cette scène. Les producteurs d'Alexis Michalik, d'après Mel Brooks, c'est au Théâtre de Paris jusqu'à nouvel ordre. La grande table critique, c'est fini pour aujourd'hui. Anna Sigalevitch, merci beaucoup. Merci Johan Farber. À la préparation de l'émission, il y a Aïssatou Ndoye et Boris Pinault. À la réalisation, Perret Legras. Et à la technique, aujourd'hui, c'était Audrey Guélil. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture. Et vous pouvez également vous abonner au podcast de la grande table critique sur l'application Radio France.